C'est sans aucun doute une des statistiques les plus connues en investissement. En moyenne, la bourse rapporte 10% par an. C'est le chiffre qu'on retrouve dans tous les livres, toutes les vidéos, toutes les formations. Le chiffre qu'on cite pour justifier que, sur le long terme, la bourse monte toujours. C'est même peut-être cette statistique qui vous a motivé à commencer à investir. Personnellement, ça a été mon cas, parce que avec un tel rendement, votre argent double tous les 7 ans. En à peine 20 ans, vous pouvez construire une véritable petite fortune. Et le problème avec cette statistique, c'est qu'elle est complètement fausse. Le rendement de 10% par an n'a jamais existé. En tout cas, pas comme on nous le présente habituellement. C'est un mythe, construit sur des données biaisées, reconstruites et manipulées. J'ai passé des dizaines d'heures à éplucher des rapports d'études et d'analyses pour comprendre d'où vient réellement ce fameux 10%. Pourquoi les chiffres qu'on nous vend sont totalement biaisés et surtout, quelle est la véritable performance historique des marchés boursiers. On va remonter ensemble aux origines de cette statistique, la déconstruire pour comprendre ce qu'elle cache vraiment et savoir comment nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on peut investir plus intelligemment. On nous répète souvent que les données passées ne sont pas un bon indicateur des performances futures, mais dans cette vidéo, on va voir que les données passées ne sont même pas un bon indicateur des performances passées. Je m'appelle Charles Elias Farah, je suis conseiller en investissement, certifié par l'autorité des marchés financiers et fondateur du média d'éducation financière Le Grand Bain. Et sur cette chaîne, je vous aide à prendre en main votre avenir financier. Alors, d'où vient ce fameux 10% par an? Qui a sorti ce chiffre pour la première fois? Et surtout, de quoi on parle vraiment quand on dit la bourse rapporte 10% par an? Parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, la bourse, ça n'existe pas. Il y a des bourses. New York, Londres, Tokyo, Paris, Shanghai, et chacune raconte une histoire différente. Quand on cite le chiffre de 10%, on parle en réalité du marché américain, pas du marché mondial, pas de l'Europe, et encore moins des marchés émergents. On parle uniquement des États-Unis, et plus précisément du S&P 500, l'indice boursier le plus suivi au monde, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Le problème, c'est que cet indice, c'est l'élève modèle, c'est un peu le premier de la classe, l'enfant gâté de l'histoire économique mondiale. Aucune guerre sur son sol, une monnaie dominante, une économie d'innovation et de croissance continue. Bref, un contexte qu'aucun autre pays n'a connu sur plus d'un siècle. Et pourtant, c'est cet indice-là qu'on utilise pour dire « Regardez, la bourse rapporte 10% par an ». Mais si on sort des États-Unis, les chiffres sont très différents, comme on va le voir dans un instant. Alors, est-ce que les États-Unis sont tellement meilleurs que le reste du monde? Pas si sûr. Si on regarde les données entre 1950 et 2023, les actions américaines ont effectivement offert un rendement nominal moyen d'environ 11,3% par an. C'est-à-dire avant l'inflation. Mais une fois qu'on retire l'inflation, le rendement réel tombe à 7,6%. La différence entre un rendement de 11,3 et de 7,6 est colossale. Investissez 300 € par mois à 11,3% par an pendant 25 ans, vous obtiendrez 457 000 € de capital. Mais investissez la même somme pendant la même durée avec un rendement de 7,6% et vous obtiendrez 258 000 € de capital. 200 000 €, ça peut faire une différence importante une fois arrivé à la retraite. Et c'est ici qu'on voit le second problème. Dire que la bourse rapporte 10% par an sans préciser s'il s'agit d'un rendement nominal ou réel, c'est comme dire qu'on gagne 3 000 € par mois sans préciser si on parle du super brut, du net avant impôt ou du net après impôt. Ça change absolument tout. Prenons un exemple précis. Entre 1970 et 1985, le marché américain affichait un rendement nominal d'environ 10,5% par an. Mais sur la même période, l'inflation tournait autour de 7%. Résultat, le rendement réel était d'à peine 3%. En d'autres termes, on pensait gagner 10% par an, alors qu'en réalité, on gagnait 3 fois moins. Si on combine ces deux confusions, le périmètre américain et la différence entre le nominal et le réel, on obtient un chiffre certes flatteur, mais mensonger. Le mythe des 10% s'est vraiment imposé dans les années 1990. C'est l'époque où l'investissement indiciel explose, où des pionniers comme John Bogle démocratisent les ETF et où le S&P 500 devient le symbole de la réussite financière américaine. On montre ces courbes dans toutes les présentations, on cite ces chiffres dans tous les manuels et on répète la promesse « Investissez dans le marché américain, attendez 30 ans et votre argent sera démultiplié ». Même Warren Buffett disait déjà que pour 95% des particuliers, le meilleur investissement était un simple ETF qui suit la performance du S&P 500. Qui allait oser contredire l'oracle d'Omaha? Alors oui, c'est vrai, si on avait investi dans le S&P 500 pendant les 70 meilleures années du capitalisme mondial, on aurait obtenu ces résultats. Mais cette performance, pas une loi naturelle, c'est une anomalie statistique, un cas isolé qu'on a érigé en vérité universelle. Et c'est cette illusion qui a façonné toute la psychologie de l'investissement moderne.
Faire d'une exception une vérité générale, l'être humain adore faire ça. Mais c'est oublier qu'on est tous enclins à des biais bien plus trompeurs qu'on ne l'imagine. Parce que ces moyennes de rendement nominaux et réels, selon les périodes et les zones géographiques, sont basées sur des données historiques. Mais d'où viennent vraiment ces données? Qui les a collectées? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Et qu'est-ce qui se passerait si toutes les analyses sur le sujet sont en réalité basées sur des données qui n'ont tout simplement jamais existé? Avant d'avoir des graphiques, des ETF et des bases de données, la bourse, ça ressemblait à ça. Des hommes en costume qui crient des ordres dans un nuage de fumée, les journaux à la main, pas d'ordinateur, pas de feuilles Excel, pas même de base de données fiables. Pendant des décennies, les échanges se faisaient à la criée, sur des bouts de papier dans un vacarme assourdissant. Les cours de clôture étaient recopiés à la main, dans des registres ou publiés le lendemain dans des journaux économiques. Et tout ça sans aucune standardisation. Alors, quand on parle aujourd'hui de données historiques de la bourse, faut bien comprendre une chose, avant les années 1970, ces données n'existaient pas vraiment. Il n'y avait aucun indice officiel capable de retracer fidèlement l'évolution du marché. Les chercheurs ont donc dû reconstituer le passé, morceau par morceau, avec ce qu'ils trouvaient. Et c'est là que le mythe s'installe. Quand le premier vrai fonds indiciel est créé en 1976, le S&P 500 existe déjà depuis plusieurs décennies, mais personne avant cette date n'avait vraiment investi dans cet indice. Pourquoi ? Parce que ça n'était qu'un concept théorique utilisé par quelques économistes et journalistes pour mesurer la santé financière des grandes entreprises américaines. Alors, pour construire un historique, les sociétés d'indices comme MSCI ou Standard & Poor's ont backtesté leurs données. En clair, elles ont pris les entreprises connues à un moment donné, puis ont reconstruit les performances passées comme si ces entreprises avaient toujours existé, alors qu'on sait que ça n'est pas le cas. Et les émetteurs d'indices le savent très bien. Dans la méthodologie officielle de MSCI, à la page 144, on peut lire en tout petit, mais bien en noir sur blanc, les informations peuvent contenir des données backtestées. Les performances backtestées ne sont pas des performances réelles, mais hypothétiques. En d'autres termes, le passé de la bourse n'a pas été observé, il a été reconstitué. Et dans cette reconstitution, on a rempli les trous, on a corrigé les incohérences, et parfois on a enjolivé la réalité. Le backtesting, c'est une méthode pratique, mais dangereuse. C'est comme si vous estimiez la moyenne d'un élève uniquement en regardant ses notes de l'année suivante. C'est facile, c'est rapide, sauf qu'entre-temps, il a progressé, il a changé, il a évolué. Résultat, vous obtenez une moyenne, mais qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? C'est exactement ce qu'on a fait avec les indices boursiers. On prend les entreprises d'aujourd'hui, on efface celles qui ont fait faillite et on reconstruit leurs performances comme si elles avaient toujours été là. Le problème, c'est qu'en effaçant les faillites, les crises, les entreprises disparues, on efface aussi la réalité du risque. Le passé devient lisse, prévisible, presque rassurant. Un compte financier où la courbe ne fait que monter. Mais dans la vraie vie, la bourse du XXe siècle, c'était tout sauf ça. Des guerres, des dépressions, des confiscations, des faillites massives. Tout ça, on l'a effacé au nom du long terme. Et c'est ici qu'entre en jeu un autre phénomène encore plus pernicieux, le biais du survivant. Depuis plus d'un siècle, la quasi-totalité des études sur les performances boursières se base sur les marchés qui ont survécu. Autrement dit, sur les gagnants. Et le plus grand gagnant de l'histoire économique moderne, c'est évidemment les États-Unis. Aucune guerre sur leur sol, une monnaie hégémonique, des institutions solides et surtout une chance insolente. Dans leur étude, est-ce que les États-Unis sont des chanceux survivants? Les chercheurs Binsbergen, UA et Wachter estiment que ce biais du survivant explique à lui seul un tiers du rendement historique du marché américain. Un tiers! Leur modèle montre que si les États-Unis avaient connu la même instabilité que le reste du monde, leur performance moyenne aurait été beaucoup plus proche de celle des autres marchés développés. Mais le problème, c'est que toutes les études suivantes ont continué à prendre les États-Unis comme référence. L'économiste Edward McQuarrie a montré dans une étude publiée en 2020 que la plupart des séries de rendement utilisées depuis le 19e siècle, celles de Cowles, de Siegel ou de E-Boston, sont basées sur des données partielles, reconstruites et souvent erronées. Les données les plus anciennes provenaient de journaux financiers incomplets, puis ont été reprises, modifiées, simplifiées et réutilisées sans vérification pendant des décennies. Autrement dit, les rendements historiques des actions américaines ne sont pas le fruit d'observations directes, mais le résultat d'une chaîne d'approximation où chaque étude a recyclé les erreurs de la précédente. Et comme toutes ces études utilisaient les États-Unis comme base de calcul, elles ont fini par amplifier leurs propres erreurs. Ce que les chercheurs appellent le Changing Rules Effect. À chaque génération, on change la manière de mesurer, d'inclure ou d'exclure certains actifs et on finit par construire un récit optimiste où tout semble cohérent, mais cette cohérence, elle n'existe que sur le papier. Le monde réel, lui, il raconte une autre histoire. Les chercheurs Dimson, Marsh et Stoughton ont calculé que le rendement moyen du marché mondial depuis 1900 est d'environ 4,7% par an. Et encore, ça, c'est uniquement avec les survivants. La plupart des pays, eux, ont connu la guerre, l'hyperinflation, les crises monétaires. Le Japon, par exemple, affiche une performance réelle à peine supérieure à 3%. Certains marchés européens sont même restés négatifs pendant plus de 30 ans. Alors,
quand on cite les 10% du S&P 500, on parle pas de la bourse mondiale, on parle d'un miraculé. Le chiffre de 10% par an qu'on répète partout, c'est pas un fait, c'est une fiction comptable. C'est une fiction née de données backtestées, reconstituées, du biais du survivant et de la chance exceptionnelle d'un pays sur plus d'un siècle d'histoire. On ne regarde pas le passé tel qu'il a été, on regarde une version corrigée, polie, épurée, un passé qu'on a reconstruit pour qu'il soit plus rassurant. Et pourtant, c'est sur cette illusion que se fonde toute la psychologie de l'investisseur moderne. Mais si ces chiffres sont aussi biaisés, si les performances du passé ont été réécrites, alors quelle est la performance réelle des marchés financiers? Et qu'est-ce qu'un investisseur peut réellement espérer obtenir aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît, pensez à la liker, à la commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui arrivent très vite sur la chaîne. On a vu que le fameux 10% par an, c'est une illusion, un chiffre né du backtesting, du biais du survivant et de la chance américaine. Mais si on enlève tout ça, les reconstructions, les approximations, les illusions, qu'est-ce qu'il reste vraiment? Quelle est la vraie performance des marchés financiers? Pas celle des mythes, celle du monde réel. Et c'est précisément ce qu'ont tenté de mesurer plusieurs chercheurs. 3 chercheurs britanniques, Elroy Dimson, Paul Marsh et Max Staunton, ont passé plus de 20 ans à compiler les rendements réels de 17 pays depuis 1900. Leur base de données est aujourd'hui la référence mondiale. Et leurs conclusions sont claires. Le rendement réel mondial, dividendes réinvestis, inflation déduite est d'environ 4,7% par an. Aux États-Unis, il atteint 6,7%, mais les auteurs le précisent, les États-Unis sont un outlier, c'est-à-dire une exception. Leur message est limpide, le XXe siècle américain a été exceptionnel, mais il ne faut surtout pas le généraliser. Et ils ne sont pas les seuls à être arrivés à cette conclusion. En 1985, 2 économistes américains, Rajneesh Mehra et Edward Prescott, publient une étude qui va devenir légendaire, The Equity Premium Puzzle. Leur idée est simple, comparer ce que les actions américaines ont réellement rapporté avec ce que la théorie économique permet d'expliquer. Et là, ils tombent sur un problème gigantesque. Historiquement, les actions américaines ont rapporté environ 6% de plus par an que les obligations d'État. C'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire le rendement supplémentaire auquel un investisseur peut s'attendre lorsqu'il investit en actions plutôt que dans un placement sans risque. Mais selon les modèles économiques dits d'équilibre, c'est-à-dire les modèles censés représenter le comportement rationnel des marchés et des investisseurs, une prime de 6%, c'est tout simplement impossible à justifier. Les actions américaines ne sont pas tellement plus risquées que des obligations d'État et pourtant elles ont rapporté beaucoup plus. Ça veut dire que les marchés américains ont été beaucoup trop généreux. Ils ont offert des rendements que la théorie ne peut pas expliquer. Mehra et Prescott en tirent alors une conclusion devenue célèbre. La prime de risque américaine est une anomalie macroéconomique. Une anomalie, un résultat hors norme, propre à un contexte historique, politique et économique exceptionnel, le siècle américain. Et ça change tout. Parce que si le rendement du marché américain ne peut pas s'expliquer par les lois économiques normales, alors il ne devrait pas non plus servir de référence pour prévoir l'avenir. En clair, le fameux 10% par an, ça n'est pas une vérité universelle. C'est le produit d'une époque et d'une chance qui ne se reproduira probablement jamais. En 2023, 3 chercheurs, Anarkulova, Sederburg et O'Doherty, reprennent le problème, mais à l'échelle mondiale. Ils analysent 38 marchés sur plus d'un siècle de données, de 1890 à 2020. Leur objectif, nettoyer les erreurs des études précédentes, corriger le biais du survivant, réintégrer les pays disparus et recalculer les rendements réels de façon plus rigoureuse. Résultat, le rendement réel attendu d'un portefeuille mondial équilibré est d'environ 5% par an. Et ce chiffre cette fois tient compte de tout, des guerres, de l'inflation, des faillites, des crises et des marchés effacés de la carte. Mais par la même occasion, ils ont découvert autre chose. On nous répète souvent qu'en investissant en bourse sur le long terme, le risque de perte tombe à 0. Sauf que c'est faux. Ils ont pu observer que même en investissant sur 30 ans dans les actions américaines, le risque de perte est en réalité de 13%. Pas 0, 13%. Et pour un portefeuille mondial, ce risque est de 4%. Autrement dit, le long terme ne supprime pas le risque, il ne fait que le diluer. Et pour le voir, il suffit de regarder à l'est. Prenez le Japon. En 1990, l'indice Nikkei 225 culminait à près de 39 000 points. 30 ans plus tard, il était encore 30% en dessous une fois l'inflation retirée. Pour un investisseur japonais, le long terme a signifié 3 décennies de stagnation. Pas de miracle. Pas d'intérêt composé, juste du temps perdu. Et c'est exactement ce que montrent les chiffres d'Anarkulova et ses collègues. Le long terme n'efface pas le risque, il le repousse simplement. Il réduit les extrêmes, oui, mais il ne garantit rien. Donc les marchés sont rentables, mais juste beaucoup moins qu'on ne le pense. Et surtout, infiniment plus risqués qu'on ne le dit. En clair, toutes les études convergent. Dimson, Marsh et Staunton, 4,7% de rendement réel mondial. Anarkulova, 5% de rendement réel mondial et un risque de perte sur 30 ans de 13%. Mehra et Prescott, les États-Unis sont une anomalie macroéconomique. 3 études,
3 approches différentes, mais un même verdict. Le vrai rendement des marchés, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 8%, c'est entre 4 et 5% réel dans le meilleur des cas. Et encore, ces chiffres supposent que vous réinvestissez vos dividendes, que vous payez 0 frais et que vous avez accès aux marchés mondiaux, ce qui n'était absolument pas le cas avant les années 1990. Et ces chiffres supposent aussi que vous tenez 30 ans sans paniquer, sans vendre, sans subir de crise monétaire ou fiscale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers? En théorie, 10% et 5%, ça n'a pas l'air très différent, mais sur 25 ans, c'est un gouffre. Investissez 300 € par mois pendant 25 ans, à 10%, vous obtiendrez environ 330 000 € de capital, mais à 5%, vous obtiendrez seulement 176 000 €. Un écart de 150 000 € rien qu'à cause d'une illusion statistique. Voilà ce que crée un mythe, une croyance qui double vos espoirs et fausse complètement vos attentes. Alors si le rendement réel des marchés tourne autour de 5%, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on construit une stratégie solide, réaliste, antifragile, dans un monde où la vérité n'est plus aussi belle que le mythe? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant qu'on sait que le fameux rendement de 10% par an, c'est une illusion, il faut se poser la vraie question. Comment investir intelligemment dans le monde réel? Parce que on peut critiquer les mythes, mais à la fin, il faut quand même placer son argent quelque part. La première étape, c'est d'accepter. Accepter que la bourse, ce n'est pas une machine à enrichir tout le monde, mais c'est un outil imparfait pour participer à la croissance économique. Un outil qui rémunère la patience, mais pas la naïveté. Le rendement réel des marchés, c'est environ 5% par an. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. À 5% réel, la bourse, ça fait peut-être pas rêver, mais ça récompense la constance. Parce que le vrai danger, ce n'est pas le marché, c'est vous, vos biais, vos émotions, vos réactions, vos peurs, vos craintes, vos doutes. Les cracks boursiers ne ruinent pas ceux qui détiennent, ils ruinent ceux qui paniquent. En investissement, la patience n'est pas une qualité morale, c'est un avantage compétitif. Continuez d'investir régulièrement, même quand tout s'effondre, et dans 20 ans, vous serez devant 95% des gens. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à construire une stratégie intelligente. Parce que l'investisseur intelligent, c'est pas celui qui rêve de rendements irréalistes, c'est celui qui travaille avec la réalité et pas contre elle. Alors, par où est-ce qu'on commence? Déjà, chercher la performance absolue, c'est un piège classique. Tout le monde veut battre le marché, mais très peu survivent à leurs propres excès. Le rendement brut, ça ne veut rien dire sans contexte. Faire plus 20% une année, ça sert à rien si vous perdez 40% l'année suivante. La vraie richesse, c'est pas de gagner vite, c'est de ne jamais tout perdre. C'est pourquoi le meilleur investisseur, c'est pas celui qui gagne le plus, c'est celui qui reste debout le plus longtemps. Il faut donc comprendre une chose simple. Le but n'est pas de maximiser le rendement, mais de minimiser la fragilité. Et pour ça, il faut construire un portefeuille antifragile. Un portefeuille antifragile, c'est tout simplement un portefeuille équilibré, pas dépendant d'un seul marché, d'une seule région, ou même d'une seule classe d'actifs. La plupart des investisseurs croient qu'investir dans un ETF World, c'est bien diversifié. En tout cas, c'est plus diversifié qu'un simple ETF S&P 500. Sauf qu'ils oublient que le MSCI World, c'est 70% d'actions américaines. Et si l'Amérique des 100 dernières années a été une exception, continuer de tout miser dessus, c'est rejouer la même loterie en espérant gagner une deuxième fois. C'est pourquoi il faut s'exposer à d'autres marchés. L'Europe, l'Asie, les marchés émergents, mais aussi les petites capitalisations. Pas pour battre le marché, mais pour ne pas dépendre d'un seul scénario et surtout ne pas dépendre uniquement des actions. Parce que les actions, ça peut être le moteur de votre stratégie, mais ça n'est pas le véhicule complet. Il faut aussi des obligations pour amortir les crises, l'immobilier qui offre une stabilité différente, ou même le private equity ou les crypto-actifs qui apportent un potentiel de rendement supplémentaire au prix d'un risque plus élevé. L'objectif, ce n'est pas de tout miser sur le cheval gagnant, c'est de construire une équipe qui encaisse les coups. Un portefeuille antifragile, c'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui ne perd jamais complètement. Chaque classe d'actifs a son importance et son utilité, même pour un investisseur dynamique et surtout pour un investisseur antifragile. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à construire une stratégie antifragile qui sait exploiter toutes les classes d'actifs au maximum de leur potentiel, j'ai créé une formation offerte accessible en lien dans la description. Je vous y présente la méthode LGB basée sur les 4 piliers du patrimoine pour devenir un investisseur autonome et performant. C'est gratuit, c'est peut-être le déclic qui vous manquait pour enfin commencer à investir à la hauteur de vos ambitions. Si les 10% étaient un mensonge, les 5% sont une vérité, mais une vérité exploitable, si vous savez comment la transformer en stratégie. La clé, ce n'est pas d'espérer que le marché vous rende riche, c'est de comprendre comment il fonctionne et d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Apprenez à construire un portefeuille antifragile, diversifié, adapté à votre vie, à vos émotions, à votre horizon. Se fier au passé pour choisir son avenir, c'est comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. La vraie sécurité financière, ce n'est pas d'espérer, c'est de comprendre. Et c'est ce que je vous aide à faire sur cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et je vous recommande de regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. C'était Charlet, fondateur du Grand Bain, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.